Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée au modèle économique des bornes de recharge. On parle évidemment souvent ici du déploiement de start-up, d'entreprises qui investissent massivement d'ailleurs dans les réseaux de bornes de recharge. Mais quel modèle économique? C'est évidemment trop tôt pour avoir une réponse définitive, mais en tout cas, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et pour en parler, eh bien, nous avons trois invités en plateau que je vais vous présenter tout de suite. Alain Roland, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes le président de Station E, ou Station I d'ailleurs, peut-être. Station E. E, hein, à la française. Allez, très bien. Et on va voir avec vous exactement ce que propose Station E, avec notamment ce modèle économique particulier. Clément Molison, bonjour. Merci à vous d'être là. Délégué général de l'AVER pour un point de vue national sur à la fois le développement, un peu plus de 75 000 bornes. On sera peut-être à combien fin 2022 80 000, je ne sais pas, ça ne va peut-être pas si vite? Oui, au rythme actuel, on sera entre 81 et 85 000. D'accord, très bien, donc on va suivre ça évidemment. Et puis à vos côtés, Nicolas Potier, bonjour. Bonjour. De Tactis, vous accompagnez vraiment justement notamment les collectivités sur ces choix. On va peut-être commencer avec vous d'ailleurs, le modèle économique des bornes de recharge. Qu'est-ce que là, en 2022, on a l'impression que forcément il en faut, mais alors il n'en faut pas n'importe où, pas n'importe comment. Quels sont les principaux enjeux là qu'on voit quand une collectivité vient vous voir et vous dit alors où est-ce que je mets des bornes? Alors, effectivement, c'est un sujet qui est sous les feux de l'actualité, qui suscite beaucoup d'enthousiasme dans les territoires, parce qu'on a un investissement majeur pour réussir la décarbonation de nos transports. On a vu sur votre sujet précédent que c'est un sujet mondial, un sujet industriel mondial, et c'est aussi une histoire locale où on place les bornes pour faciliter la vie des automobilistes à l'avenir. Donc on aime bien, nous, ce trait d'union entre des histoires hyper locales et une histoire qui va être à long terme et sur des échéances mondiales. Et donc nous, modestement, la question que se posent nos clients, c'est comment je vais pouvoir accompagner des besoins qui vont évoluer tout au long de la prochaine décennie. Actuellement, sur nos routes, on a à peu près 800 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et peut-être qu'en 2035, si on écoute tous les prospectivistes, on aura entre 15 et 17 millions de véhicules qui auront besoin d'une charge. Ouais. Donc, l'un des premiers défis, c'est comment ce scénario de massification du transport électrique va se dérouler. Et au niveau local, comment on va accompagner ce mouvement? Est-ce que la vague, elle va arriver plus fort relativement chez nous ou moins fort? Et comment on va dimensionner sur la durée une infrastructure qui réponde aux besoins des automobilistes. Et donc, il y a une volonté de pouvoir prendre ce sujet de manière pérenne. On n'est pas là pour faire un coup, on est là pour équiper durablement le territoire et apporter des services aux citoyens. Effectivement, il y a un horizon, évidemment. Clément Molison, donc voilà, un petit peu plus de 80 000 si on se projette fin 2022. Une vraie progression sur l'année, à peu près plus 30%, ou peut-être même un peu plus d'ailleurs. 50%. Plus 50%? Ah oui, carrément. Donc ça a bien accéléré en fin d'année. Donc voilà, des opérateurs de bornes qui lèvent des fonds, forcément, qui ont besoin d'investir. Là, en ce moment, qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? C'est d'arriver à, pour eux, les opérateurs, se positionner, être identifiés, être le bon acteur que l'on va forcément choisir. Et est-ce qu'il y a aussi, justement, dans la question du modèle économique, le choix de la localisation, le choix de la puissance? C'est vraiment tout ça qu'il faut pas se tromper, globalement. Bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la rentabilité pour les acteurs économiques, elle est évidemment majeure. Mais on se projette, encore une fois, dans une mobilité électrique qui a de faibles volumes encore aujourd'hui, même si on commence à avoir un vrai décollage, mais avec un avenir où on va aller vers de plus en plus d'électrification. Donc là, aujourd'hui, on a des acteurs qui sécurisent des localisations, où ils identifient que, parce qu'à côté, on a des flux particuliers, oui, ou des activités, le touristique par exemple. On aura à l'avenir un passage important de véhicules électriques et donc une rentabilité qu'on va apprécier sur du plus long terme. Et puis, il y a aussi un enjeu de marque, un enjeu de crédibilité et de commencer dès à présent à se faire une part du marché pour pouvoir peser dans les années à venir et être bien identifié.
Donc c'est vrai que beaucoup d'acteurs se lancent aujourd'hui et beaucoup d'acteurs sont en train de commencer un peu à batailler pour se faire la part du lion. Ouais, effectivement. Et pour revenir à vous, Alain Roland, Station E, qu'est-ce que vous proposez justement et avec quel type de modèle économique, puisque c'est le sujet de l'émission? Non, moi je pars du principe que, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les évolutions des prix du coût de l'énergie, donc qui sont, on a tous les opérateurs d'ailleurs de recharge constatent qu'en fait on n'a pas tellement d'influence sur ce prix, donc on ne maîtrise pas le prix d'achat de l'énergie. Et dans un même temps, on a un certain nombre de réseaux donc, qui vont se battre pour être présents sur le marché et donc avec des prix de vente à la charge. On voit déjà en ce moment dans la presse des annonces de prix avec un peu de compétition. Pour être différenciant. Voilà. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas la marge. Et quand on ne maîtrise pas une marge, en général, c'est qu'il faut en trouver ailleurs. Sinon, ce n'est pas un modèle économique. Donc, c'est vrai, comme on disait, il faut d'abord installer, prendre des emplacements, mais il faut aussi se placer tout de suite vers qu'est-ce qui se passe dans les 4, 5, 6 ans. On sait qu'on va acheter des véhicules avec des kilomètres, comme on achète des téléphones avec des gigas. On sait que quand on va venir, on va avoir besoin d'autres services, se charger pratiquement sans y penser. Ouais. Et donc, il faut pouvoir aller chercher de la marge ailleurs. Donc, nous, Station E, on met évidemment des chargeurs. On y installe des services, des systèmes de télécommunication, de l'autopartage avec des partenaires, comme la société Clem, par exemple, qui fait très bien ça, ou encore des casiers connectés pour qu'à l'occasion d'un arrêt ou d'une activité, on va pouvoir aller utiliser ces services. Et donc, ça vient compenser le manque, puisqu'il y a encore peu de charges aujourd'hui. La moyenne des charges par point de charge en France, ça doit être 1,2 par jour. Ouais. Donc, c'est un peu. Donc, vous, la logique, c'est effectivement le multiservice, de proposer, pas uniquement de venir charger sa voiture électrique, mais comme vous l'avez dit, différents types de services qui feront que ce lieu sera rentable et puis du coup, qu'on aura peut-être plusieurs raisons de s'y rendre, éventuellement, ou plusieurs fois. Ouais. Surtout, ce qu'il faut, c'est avoir un modèle économique. Donc, sinon, on va se retrouver avec... Mais il y a beaucoup d'argent. Il y a 1 milliard d'argent privé aujourd'hui sur toutes les sociétés qui font ça. Donc, ils ont une capacité à investir sans argent public. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, d'aller à la fois dans l'espace public et l'espace privé. Et puis, il faut à la fois, pour moi, les opérateurs qui vont être l'existant plus tard, c'est ceux qui auront un réseau physique, qui seront à la fois l'opérateur de recharge et qui seront aussi le fournisseur de services qui vient derrière. Là, on retrouve une capacité dans la chaîne de valeur, en fait, à aller retrouver des marges pour pouvoir supporter un réseau et le gérer correctement. Ouais. Nicolas Potier, cet aspect aussi de multi-service, multi-usage, d'imaginer aussi, certes, façon station-service, de se dire qu'il y aura d'autres usages, ça c'est une évidence ou est-ce que ce n'est pas forcément la bonne idée pour tous les lieux? Ça peut être très bien à certains endroits, un peu moins à d'autres. C'est des questions aussi peut-être qu'on vous pose ça parfois sur... Alors nous, effectivement, les questions, il y a une question basique, c'est comment on charge les véhicules avec un temps dans des conditions de performance et de confort pour l'utilisateur. La base. Voilà, c'est la base. Mais derrière cette infrastructure, il y a une plus-value qui va se révéler au fil des années. Alors les plus-values, c'est comme le concept de Station E qui a été très bien poussé, c'est celui d'avoir des kiosques multiservices, de faire un peu de l'ingénierie sociale autour de... pourquoi pas avoir aussi un volet télécom, parce qu'il y a des gros besoins de déploiement d'infrastructures, ça c'est une première hypothèse. Nous, on pense que de façon générale, ce que les gens ont encore du mal à bien analyser, c'est que les bornes de recharge vont permettre de fixer des populations dans des lieux sur des durées qu'on aura définies, c'est la puissance de charge. Donc, ce sera peut-être 20 minutes, 30 minutes, peut-être 5 heures. Et donc, on a autour de ces infrastructures une sorte d'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diriger des flux de touristes ou de résidents. Si c'est 5 heures, il faut proposer des livres et des séries à regarder. Voilà, ou des visites un peu de parcs. Donc, tout ça... et quelque chose de potentiellement positif. Et on pense, nos clients investissent énormément sur le patrimoine, sur leur attractivité touristique, et ils voient dans ces infrastructures de recharge de véhicules électriques une plus-value supplémentaire sur toute cette logique d'attractivité. Donc on s'inscrit dans une histoire territoriale qui est plus vaste que la simple recharge électrique. Et puis, dernier point, une troisième plus-value qu'on peut espérer, c'est, pour employer un anglicisme, le véhicule to grid, c'est-à-dire de se servir de ces batteries de véhicules électriques comme une solution de stockage dynamique avec des énergies qui sont intermittentes, notamment les énergies renouvelables. Et donc, vous voyez, on part d'un besoin basique qui est de charger des véhicules, et donc ça, il faut qu'on le délivre. Et après, on va essayer de maximiser les effets de plus-value
pour les territoires autour de concepts qui ne sont pas encore éprouvés. Mais c'est tout l'intérêt de cette réflexion qu'on anime dans de nombreux territoires. Clément Molisant, le temps de charge, justement, ça joue aussi un peu sur le modèle économique. Typiquement, l'autoroute, on sait qu'a priori, mieux vaut que ce soit rapide, en tout cas 15-20 minutes. Le supermarché, peut-être que 40, ça suffira, parce qu'a priori, on peut rester un petit peu plus longtemps. Le parc d'attractions, la visite, plusieurs heures, donc ça ne sert à rien d'avoir de la charge ultra rapide. Ça fait partie forcément de la logique quand on se dit, voilà, on implante ici tel ou tel type de borne. Bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui imaginer une rentabilité sur des bornes de recharge si elles ne répondent pas à un usage. Tout simplement parce que si elles ne répondent pas à l'usage, elles ne seront pas utilisées. C'est très bête à dire, mais oui, c'est concret. Le premier élément de cette rentabilité, c'est d'identifier quels seront les besoins auxquels on va venir répondre, d'implanter des bornes qui correspondront à ces usages et effectivement derrière, éventuellement, avoir des services associés ou des partenariats. Et vous citiez également l'exemple des supermarchés, des centres commerciaux. On le sait aujourd'hui sur les stations essence. Les stations essence, elles ne sont pas là pour faire du chiffre dans les supermarchés. Elles sont là pour attirer des clients qui vont, par contre, rester moins longtemps. Là, on sait qu'on aura des gens qui vont peut-être rester dans un centre commercial 1-2 heures, supermarché un petit peu moins, et également sur l'autoroute. Donc voilà, il y a à la fois à l'échelle même de l'opérateur, de l'aménageur, les services qu'il va pouvoir proposer, et puis l'environnement qu'il a autour de lui. Station E, on vous trouve où? Est-ce que dans cette logique, vous vous dites, là, c'est tel type cet aspect multi-usage, encore une fois, dans quel type de lieu, d'endroit on va vous trouver? Alors, ce que je dis à l'équipe, toujours, c'est les endroits où on se charge sans y penser. Parce que chez Station E, on ne vient pas se charger, on vient faire une activité. Oui, donc il y a vraiment ça dans la démarche. Je vous donne juste un exemple. Si je vais 2 fois faire du sport par semaine, je m'arrête 2 fois 1 heure et je vais charger l'équivalent de 15 à 20 000 km par an avec ma voiture. Donc après, je peux partir en vacances sur l'autoroute, mais c'est vraiment chez nous un plus des usages du quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Mais aussi, ce qui est important pour qu'il y ait de la masse, il faut que la population, quand ils ont un véhicule, ils payent au moins, en dessous de la moitié du prix de l'essence. C'est pour ça que nous, on est attachés à rester à 5 € les 100 km, en gros 36 centimes le kilowattheure. Mais pourquoi? Alors c'est vrai que là, ça mange de la marge, mais pour que la population se dise j'ai intérêt à prendre un véhicule, il faut quand même que ce soit pas cher. Et qu'il y ait un peu de C'est visibilité. là qu'on a un travail permanent que font d'achat. aussi nos collègues opérateurs et qu'il y a des réflexions en ce moment, c'est où va-t-on chercher, c'est de la marge, pas pour de la marge, mais d'autres services qui permettent finalement de compenser ça et d'avoir du volume. Voilà. La visibilité côté automobiliste, c'est important aussi forcément, parce que c'est exactement ce que vous disiez, il faut bien que ça réponde à un besoin, à un usage, le prix ça compte aussi, et savoir à peu près ce à quoi ça va correspondre, c'est forcément aussi majeur. Bien sûr, et il faut d'abord comprendre ce qu'on paye. Ouais. Typiquement, quand on est sur de la recharge rapide, ultra rapide, on ne paye pas tout à fait la même chose que sur de la recharge lente. On ne paye pas que son énergie. Et c'est peut-être ça aussi qui change par rapport à une mobilité thermique ou sur son essence. On ne peut pas comparer. Dans l'idée, on ne paye que ça. Alors bien sûr, il y a d'autres choses, il y a d'autres composantes derrière, mais on a un peu une comparaison assez rapide. Par contre, quand on est sur de l'électricité, la recharge ultra rapide, c'est un service très spécifique qu'on va acheter et qui va du coup forcément aller être plus cher. Important, effectivement, c'est de travailler et d'être beaucoup plus transparent sur ces prix et également que pour les utilisateurs, ils aient une bonne vision en fonction de là où ils habitent, là où ils vont. Et donc, il y aura différents acteurs qui proposeront différentes choses. Les prix ne seront pas forcément toujours les mêmes. Mais voilà, c'est en train de se mettre en place. C'est vrai que c'est un enjeu assez important parce que tous ne font pas la même tarification. Donc, ce n'est pas si simple que ça aujourd'hui. Oui, effectivement. Et puis, Nicolas Potier, j'imagine qu'il y a aussi un aspect d'usage, encore une fois, sur la fréquence. Parce que les autoroutes, on sait qu'a priori, ce sera assez régulier. Mais il y aura forcément des pics au moment des départs en vacances aussi. Des grosses infrastructures qui devront être efficaces pour quelques week-ends dans l'année et qui seront moins utilisés le reste du temps. Ça aussi, forcément, ça fait partie de l'équation. Est-ce qu'on a un peu les réponses par rapport à ça? Alors nous, effectivement, on intègre dans nos modèles économiques la matière première de modèle économique, c'est déjà les données d'usage des bornes existantes. Combien de sessions de charge par borne on constate et quels sont les pics de saisonnalité, parce que c'est absolument pas linéaire sur l'année. Ça nous donne matière à extrapolation, interprétation de ce que pourrait être une infrastructure beaucoup plus étendue, et ce qui nous donne un risque trafic. Après, c'est pas la seule source, on essaye de croiser avec d'autres données.
Et notamment, il y a une donnée essentielle pour nous qui est celle des logements avec ou sans parking. Ouais. Si vous avez un parking, vous aurez vocation à, de manière très dominante, charger chez vous et donc à moins solliciter l'infrastructure verte. Donc, du coup, la collectivité va se dire j'ai peut-être moins besoin d'avoir Exactement. des stations avec 18 chargeurs parce que je sais que beaucoup de monde a Un pavillon parking, avec voilà. un parking et une prise de Ouais. charge. Et donc, tout ça, c'est l'identité propre de chaque territoire. Et on essaye d'attribuer effectivement ces caractéristiques socio-économiques, d'extrapoler nos chiffres d'évolution des besoins par rapport à ces données de territoire. Mais donc, pour répondre à votre question, on regarde les statistiques d'usage actuelles et on a des données très fines qui nous permettent de construire cette vision. Et on essaye de voir les évolutions, les lignes de force d'évolution du territoire et en premier lieu le taux d'équipement en parking des ménages qui est Effectivement. une des données de base. Sur ces aspects de pic, Clément Moulaison, voilà, je vais vous prendre un exemple de ville balnéaire où il y a beaucoup de monde pendant 2 mois. On se rend compte qu'il y a peut-être 2 bornes et demie qui marchent moyennement. Et à quel moment on se dit, bon, bah alors là, c'est évidemment l'endroit où il faut en mettre beaucoup parce que l'été, les gens vont venir, etc., auront besoin. Mais pendant 9-10 mois, on aura beaucoup... Comment on trouve le bon équilibre pour se dire, là, c'est beaucoup trop, là, c'est pas assez. Là, j'imagine que ça fait partie des sujets du moment, clairement. Bien sûr. Alors, je n'ai pas la formule magique encore, mais promis, Encore. je la partage en exclusivité dès que je l'ai. Allez. Mais c'est vrai que c'est une problématique, vous le disiez, les stations balnéaires, les stations de ski, l'autoroute. Ouais, aussi. L'autoroute. Alors, il y a un principe, notamment sur l'autoroute, c'est plutôt de dimensionner à la pointe, donc de partir de là où ça sera le pire, en tout cas le plus chargé, et de dimensionner là-dessus. Mais pour une rentabilité économique, c'est compliqué, évidemment. Et puis, on va voir aussi l'innovation qui va peut-être devoir aussi jouer son rôle, de pas simplement déployer une borne. Ça va être aussi peut-être des bornes qu'on pourra déplacer. Dans certains cas. C'est pas évident, hein, c'est loin d'être simple comme sujet, mais on pourrait imaginer ce type de système. Aussi, tout ce qui va être autour de la production d'énergie sur place, hein, pour aussi limiter les raccordements, ce qui permettra peut-être de déployer un petit peu plus de bornes avec un coût plus réduit parce que le raccordement sera peut-être moins cher et de quand même pouvoir répondre aux besoins. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a certains lieux, certains territoires sur lesquels l'équation sera peut-être moins simple que pour d'autres. Donc c'est là où c'est l'intelligence collective, compter sur le public, compter sur le privé, compter sur les efforts de tout le monde pour trouver un début de solution. Alain Roland, sur cette question, mais chaque borne n'a pas à être rentable, en fait. Si on fait un parallèle avec les télécommunications, tout le monde a connu qu'on va aller à l'étranger, on paye plus cher avec le téléphone, on appelle ça le roaming, donc l'interopérabilité. Je reviens sur un point qui me semble important, c'est qu'on achètera des véhicules, on louera des véhicules avec des kilomètres, donc on ne se posera plus la question du prix. C'est le constructeur qui aura fait des accords avec des opérateurs, on espère comme nous, qui fera que il y aura des tractations financières pour que finalement le réseau de stations soit disponible. Et il est possible, on a des stations à Merlimont par exemple, c'est vrai que Merlimont, l'été c'est très rempli et puis sinon c'est un peu les week-ends. Mais ce ne sera pas le problème pour nous puisqu'on aura un accord avec un constructeur qui pourra garantir à ses clients qu'ils pourront aller se charger. Donc le problème du prix va évoluer, le véhicule, la façon dont on va avoir un véhicule va évoluer. Et donc c'est en se projetant là-dessus avec les innovations dont vous parliez tout à l'heure sur notamment... des stations temporaires, on en a vu quelques-unes. Quand il y a le Tour de France, par exemple, les opérateurs télécoms amènent des stations temporaires pour pouvoir donner un service. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on maîtrise assez bien. Et puis derrière, ce qui sera intéressant de regarder, c'est effectivement à quelle vitesse la population va acheter ces véhicules. Un moyen d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui viennent d'autres pays. Hein, aujourd'hui, on a un peu peur de ça. C'est vrai que les constructeurs français, à partir du moment... où ils vont pouvoir mettre des véhicules avec des kilomètres, c'est un moyen de trouver des accords avec des opérateurs locaux français, ce qui fait qu'un opérateur ou en tout cas un constructeur qui vient un véhicule d'une autre marque un peu plus loin est un peu embêté par rapport à ça. Voilà. Oui, effectivement. Station E, combien de points de charge en général? Vous avez un modèle qui s'adapte aussi? Alors, nous aujourd'hui, on a 150 points de charge installés. On va installer en fait 10 000 stations sur 5 ans. Et par station? Alors par 4, station, 6, nous 8, on est très organique, donc on installe une station au départ avec 3 points de charge, 2 ou 3 points de charge. Et ensuite, on augmente au fur et à mesure ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Mais on préfère avoir un maillage, je vais prendre l'exemple de la Seine-et-Marne, on va déployer 320 chargeurs. Mais on préfère ça plutôt que de mettre des gros hubs concentrateurs. Voilà. Et question très, très bête, si on a décidé au début de 3, c'est compliqué de passer à 4, 5, 6 ou est-ce que du coup il faut vraiment les imaginer ailleurs, ces stations-là?
Alors d'abord, on peut les mettre à côté. Il y a une question avec l'énergie, évidemment, le renforcement du réseau. Mais l'énergie, on en trouve partout. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mettre des stations, les disséminer un peu partout. Aujourd'hui, il y a deux logiques. La logique du hub, un peu comme sur l'autoroute. Et puis la logique du j'ai des pompes électriques un peu partout. Et quand c'est très organique et petit, on peut en mettre beaucoup. Là où, quand on met des gros hubs, ça prend beaucoup de temps pour les installer. Avec un transformateur et qui peut prendre parfois 1 an à être installé. Donc nous, on est vraiment très organique. On est capable, entre le moment où une mairie nous donne son accord, d'ailleurs, elle n'a rien à payer, on a à peine 4 mois pour avoir des équipements qui sont implantés avec les premières charges disponibles. Nicolas Potier, est-ce qu'il y a un enjeu aussi sur l'aspect d'obsolescence, des normes vont changer? Est-ce que du coup, là, je fais des investissements très forts sur ce type de charge, ce type d'infrastructure et que dans 8 ans, ça ne va pas du tout correspondre? Est-ce que ça aussi, forcément, c'est des enjeux? Ou est-ce que, globalement, il y a assez peu de risques et qu'il y a une technologie? C'est une composante essentielle du risque. Et puis, on a déjà des cycles d'investissement passés où on se rend compte qu'on est obligé de revenir sur les bornes pour les remettre au goût du jour. Il y a des budgets, une part de subvention qui est allouée, ça s'appelle le rétrofit, sur ces bornes. Donc, c'est une partie de la complexité inhérente à l'opération. C'est que les normes ont tendance à évoluer, les constructeurs font évoluer les véhicules. Et donc, même si on a moins d'incertitudes en 2022 qu'on a pu en avoir en 2017, on sait que l'histoire est loin d'être finie. Et donc, ça, c'est un risque industriel qui pousse nos clients à s'interroger sur la façon dont ils vont pouvoir transférer ce risque, la façon dont ils vont pouvoir assumer. On les torture un peu puisqu'on leur soumet des prospectives à 10-15 ans sur un secteur. Ça leur fait peur ou... Non, ça les stimule. Ça les stimule. Mais il y a une partie, on identifie le risque. Voilà. Et parmi les composantes de risque, il y a un risque de trafic, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a aussi ce risque d'obsolescence technologique, ou en tout cas de mutation des usages. Donc, ça plaide quand même plutôt pour des contrats globaux et plutôt pour un transfert global du risque à des industriels qui s'inscrivent à long terme sur ces sujets. Peut-être un mot de la fin avec vous, Clément Moulison, sur l'aspect développement donc des points de charge et des ventes. Là, est-ce qu'on est à peu près sur quelque chose de cohérent ou il faut vraiment accélérer sur les points de charge? Il faut relancer un grand programme, il y a à devenir évidemment. Est-ce que relancer un grand plan d'infrastructure, c'est aussi nécessaire pour accompagner cette augmentation? Là, on est à peu près à 12-13% sur les chiffres mensuels de vente de neuf dans le 100% électrique. Donc, ça progresse. Est-ce que les bornes progressent suffisamment vite? Alors ça dépend toujours vous avez 3 secondes. quel point de vue et de quelle place vous parlez. C'est vrai que on regarde forcément les chiffres et effectivement on voit qu'il faut qu'on continue à déployer, de façon importante. Pour autant, c'est toujours au niveau de l'utilisateur qu'on va vraiment pouvoir apprécier si on a s'il a le bon niveau d'équipement pour ces trajets du quotidien, ces trajets de temps en temps, ces trajets purement anecdotiques, un grand départ, 2 grands départs dans l'année. Et c'est sur sa satisfaction, en réalité, qu'on va savoir si on a bien répondu à cet enjeu. La problématique, c'est qu'on n'a pas qu'un seul acteur en face de lui. L'utilisateur, il a... peut-être 1 ou 2 opérateurs sur son territoire. Quand il va aller en vacances, il va en avoir un autre. Donc c'est dans cette harmonisation au niveau national qu'on va aussi trouver cet intérêt. Les collectivités, les syndicats d'énergie déploient des schémas directeurs pour y mettre un peu d'intelligence et essayer de bien répondre à ces usages. Les acteurs économiques le font aussi parce qu'ils ont aussi leur modèle à trouver. Donc, on va continuer à faire ces déploiements. On ne va pas s'arrêter de les faire. Pour autant, il ne faut pas non plus être complètement alarmiste. Quand on demande aux gens s'ils sont satisfaits de leur voiture électrique, 94% vous disent oui, dont 70% vous disent qu'ils sont très satisfaits. Ça veut quand même dire que la recharge n'est pas un frein pour eux. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut qu'on s'arrête. Et on a encore des centaines de milliers de points de charge qu'on déploiera dans les années à venir. Effectivement, on va suivre ça évidemment de près, comme toujours sur Mobility TV. Merci beaucoup à tous les 3. À bientôt sur ce plateau. Et on vous retrouve très vite donc sur Mobility TV. Merci.